Les jumelles noires. Maya et Zara Johnson, âgées de 17 ans, ont fait leur entrée dans le prestigieux dojo Elite Dragon pour leur premier cours officiel. L'atmosphère du lieu respirait la tradition et l'exclusivité. Des tapis importés du Japon, des miroirs immaculés recouvrant chaque mur et des photographies de maîtres asiatiques observant solennellement depuis les hauteurs. C'était le genre d'endroit où les frais mensuels dépassaient le loyer de la plupart des gens. Mais dès leur arrivée, elles furent confrontées à une hostilité ouverte. « Vous deux, silence au fond de la salle. Ce n'est pas l'endroit pour vos traditions de combat, » grogna Derek Walsh, un ceinture noire de 19 ans, en faisant des guillemets moqueurs avec ses doigts tout en bloquant délibérément le chemin des jumelles vers les tapis principaux. Son partenaire, Tyler Brooks, riait à ses côtés, ajustant sa ceinture noire comme un trophée de supériorité. « Le problème, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'est la vraie discipline, » poursuivit Derek avec une arrogance calculée. « Le karaté traditionnel exige le respect de la hiérarchie. Peut-être devriez-vous chercher quelque chose de plus adapté à votre style naturel de résolution de conflits. » Tyler hocha la tête avec une fausse sagesse, ajoutant « Comme la boxe ou ces bagarres de rue que vous connaissez probablement. » Le sensei Mitchell observait la scène de l'autre côté du dojo, feignant d'ajuster du matériel tout en laissant ses élèves préférés établir l'ordre naturel des choses. 30 autres élèves faisaient semblant de pratiquer leur katas, mais tous suivaient le théâtre d'humiliation qui se déroulait. Quelques parents dans les gradins chuchotaient entre eux, visiblement mal à l'aise, mais aucun n'intervint. Maya prit une profonde inspiration, se remémorant vaguement la conversation qu'elle avait eue avec son père la semaine précédente. « Vous allez rencontrer de la résistance, » leur avait-il dit. « C'est toujours le cas. » À l'époque, elles avaient pensé qu'il était trop prudent. Maintenant, elles comprenaient qu'il avait été réaliste. « La discipline, c'est quelque chose que nous connaissons bien, » dit Maya calmement, sa voix portant une autorité qui fit taire le rire de Tyler. Il y avait quelque chose dans sa manière de parler, pas sur la défensive, pas nerveuse, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires. « Vraiment? » ricana Derek poussant l'épaule de Zara. « Alors montrez-moi cette discipline en prenant votre place. » C'est alors que l'atmosphère changea. Les jumelles ne reculèrent pas, ne s'inclinèrent pas. Au lieu de cela, leurs corps se positionnèrent subtilement dans des postures qui n'avaient rien à voir avec le karaté traditionnel. C'étaient les postures de prédateurs qui savaient exactement à quel point leur proie était forte. Tout combattant expérimenté aurait reconnu les signes. Poids parfaitement réparti, muscles détendus mais prêts à exploser, regard calculant distance et angle d'attaque. « Intéressant, » murmura Zara, examinant Derek comme un scientifique étudierait un insecte. « Depuis combien de temps pratiques-tu le karaté, au fait? » La question déstabilisa Derek. « 7 ans. Pourquoi? »« Curiosité professionnelle, » répondit Maya, une lueur d'amusement dangereux dans la voix. Les deux échangèrent un regard rapide de cette communication silencieuse propre aux jumeaux. Derek sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il réalisa que les nouvelles venues l'étudiaient comme si elles savaient déjà exactement où frapper pour causer un maximum de dégâts. « Écoutez bien, » dit Derek, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « J'ai terrassé des gens 2 fois plus grands que vous. J'ai concouru dans 3 États. Vous n'êtes que 2 filles qui essaient de s'intégrer là où elles n'ont pas leur place. Combien de combats as-tu gagné ces 6 derniers mois? » demanda Zara d'un ton désinvolte, comme si elle parlait de la météo. Tyler fronça les sourcils. « Quelle question bizarre! »« Une question simple, » répondit Maya. « Tu parles beaucoup d'expérience. Nous sommes curieuses de connaître ta véritable expérience. » Le dojo devint silencieux.
Il y avait quelque chose chez ces deux filles qui défiait toute la hiérarchie établie du lieu. Elles portaient des ceintures blanches, mais se comportaient comme si elles détenaient des secrets capables de redéfinir complètement la dynamique de pouvoir. Le sensei Mitchell s'approcha enfin, sentant que la situation lui échappait. « Mesdemoiselles, je crois que Derek et Tyler vous expliquaient simplement nos protocoles traditionnels. »« Protocole », répéta Maya, savourant le mot. Un choix de vocabulaire intéressant. Alors que la tension montait dans le dojo, personne n'imaginait que ces deux débutantes détenaient des secrets qui transformeraient ce cours de karaté traditionnel en quelque chose que la communauté des arts martiaux n'oublierait jamais. Car parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui semblent les plus inoffensives au premier abord. Le premier cours officiel commença 15 minutes plus tard, les jumelles reléguées dans un coin reculé du tapis. Le sensei Mitchell attribua des exercices de base aux débutants, tandis que Derek et Tyler reçurent l'autorisation de diriger l'échauffement des ceintures intermédiaires. « Position de base pour les novices », annonça Derek, s'approchant avec une arrogance renouvelée. « Voyons si vous pouvez au moins tenir droit. » Maya et Zara obéirent en silence, adoptant les positions demandées avec une précision qui aurait dû servir d'avertissement. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop contrôlés, trop équilibrés pour des débutantes. Mais Derek, aveuglé par sa propre supériorité, ne le remarqua pas. « Pathétique !» marmonna Tyler, forçant Zara à corriger sa posture avec des poussées inutiles. « 7 ans ici, et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. » Et Ptio aussi. Pendant les 20 minutes suivantes, les jumelles endurèrent des corrections de plus en plus agressives, des poussées qui frôlaient les coups, des ajustements de posture clairement destinés à harceler, des commentaires sur leur limitation naturelle qui résonnaient dans les miroirs du dojo. Les autres élèves observaient, mal à l'aise, mais personne n'intervint. Certains parents dans les gradins chuchotaient, mais préféraient faire semblant de ne rien voir. C'est lorsque Derek décida d'intensifier l'humiliation que les choses devinrent intéressantes. « Démonstration de self-défense », annonça-t-il assez fort pour que toute la classe l'entende. « Les nouvelles doivent apprendre ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place. » Maya échangea un regard rapide avec Zara, de cette communication silencieuse propre aux jumeaux. Pendant une seconde, quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux avant qu'elle ne retrouve son masque de soumission. « Tyler, attrape-la !» ordonna Derek en désignant Maya d'un geste dédaigneux. « Je vais vous montrer comment neutraliser quelqu'un qui se croit plus intelligent qu'il ne l'est. » C'est alors que Maya fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de protester ou de chercher à fuir, elle sourit. Pas le sourire nerveux d'une victime, mais le sourire entendu de quelqu'un qui venait de recevoir l'opportunité qu'elle attendait. « Vas-y », dit-elle calmement. Ce soir-là, dans l'appartement de la famille Johnson, le colonel à la retraite Robert Johnson regardait ses filles appliquer de la glace sur des bleus discrets tout en racontant leur journée. « Ils ont mordu à l'hameçon », dit Maya, examinant une marque violette sur son avant-bras. « Derek et Tyler pensent que nous sommes des cibles faciles. » Le sensei Mitchell laisse tout passer, ajouta Zara, tant que les parents riches payent. Robert Johnson, 52 ans, avait passé 25 ans à entraîner des soldats d'élite au combat rapproché. Après sa retraite de l'armée, il avait consacré les 10 dernières années à former ses filles à un mélange létal de plusieurs arts martiaux, Krav Maga, Jiu-Jitsu brésilien, Muay Thai et boxe. « C'est combien de temps pensez-vous pouvoir maintenir la façade ?» demanda-t-il en versant du thé tandis que les jumelles relataient chaque détail des agressions subies. « 2, peut-être 3 semaines, » répondit Maya, en fléchissant ses doigts d'une manière qu'un combattant reconnaîtrait comme un échauffement pour un combat sérieux. Derek devient plus agressif. « Tyler aussi, » ajouta Zara.
Parfait, sourit Robert avec une fierté paternelle. Laissez-les se sentir puissants. Laissez-les croire qu'ils ont trouvé les victimes idéales. Le plan était bien plus sophistiqué que quiconque au dojo Elite Dragon n'aurait pu l'imaginer. Les jumelles n'étaient pas de simples lycéennes cherchant une activité extrascolaire. Elles étaient des combattantes expérimentées avec plus de 10 ans d'entraînement intensif, enquêtant sur des allégations de discrimination systématique portées à l'attention de Robert par ses contacts militaires. 3 familles noires avaient déjà retiré leurs enfants du dojo après des incidents similaires, mais elles n'avaient jamais pu prouver un schéma de comportement discriminatoire. Les accusations étaient toujours niées, les preuves disparaissaient et le sensei Mitchell maintenait sa réputation immaculée. Le problème, c'est qu'ils sont malins, observa Zara, montrant à son père des photos discrètes prises pendant l'entraînement. Tout semble être un entraînement légitime si l'on ne sait pas quoi chercher. « C'est pourquoi vous êtes là, » répondit Robert, examinant les images. « Donnez-leur assez de cordes pour se pendre. » Yao. Les jumelles portaient des dispositifs d'enregistrement microscopiques cousus dans leurs bandeaux blancs, des caméras haute définition déguisées en boutons d'uniforme et des applications pour smartphones capables de transmettre les preuves en temps réel à des serveurs sécurisés. Plus important encore, elles avaient la patience et la discipline nécessaires pour endurer des semaines d'abus systématiques tout en documentant chaque agression, chaque commentaire raciste, chaque moment de négligence intentionnelle de l'administration. « Derek va bientôt tenter quelque chose de plus sérieux », prédit Maya, étudiant les notes qu'elle avait prises sur les schémas comportementaux de l'agresseur. Il était frustré aujourd'hui parce que nous n'avons pas réagi comme il s'y attendait. Et Tyler commence à tester les limites physiques, ajouta Zara. Les poussées deviennent des claques. Les claques deviendront des coups. Robert hocha la tête, reconnaissant des signes qu'il avait observés dans des dizaines de situations de combat. Quand cela arrivera, vous savez quoi faire. Les jumelles sourirent en parfaite synchronisation, comme des prédatrices voyant leur proie s'approcher du piège. Pendant que Derek et Tyler dormaient paisiblement, rêvant de nouvelles façons d'humilier les novices sans défense, les sœurs Johnson passèrent 2 heures supplémentaires dans leur salle de gym aménagée, perfectionnant des techniques qui transformeraient la prochaine confrontation en un événement que le Dojo Elite Dragon n'oublierait jamais. La 3e semaine au Dojo Elite Dragon commença avec Derek décidé à intensifier la violence. « Démonstration spéciale aujourd'hui », annonça-t-il à la classe, ses yeux fixés sur les jumelles avec une pure malveillance. « Nous allons leur apprendre le respect à travers la douleur. » Tyler sourit à ses côtés, ajustant sa ceinture noire comme s'il s'agissait d'une arme. Combat libre, sans règles de protection pour débutants. Il est temps de séparer les filles des vrais combattants. Le sensei Mitchell observait depuis le bord, conscient de ce qui allait se passer, mais choisissant de feindre de superviser les échauffements dans une autre zone. 30 élèves formèrent un cercle, certains visiblement mal à l'aise, d'autres impatients de voir le spectacle d'humiliation devenu routinier au dojo. « Moi d'abord !» grogna Derek, prenant une posture de combat avec une arrogance exagérée. « Je vais briser cette arrogance pièce par pièce. Peut-être qu'après ça, vous apprendrez où est votre place. » C'est alors que Maya fit quelque chose qui réduisit tout le dojo au silence. Au lieu d'adopter la posture maladroite de débutante qu'elle avait feinte pendant des semaines, elle glissa dans une posture de combat qu'un combattant expérimenté reconnaîtrait immédiatement. Basse, fluide, létale, ses muscles tendus avec une précision militaire, son poids réparti avec une perfection technique. « Derek, » dit-elle calmement, sa voix portant une autorité qui rendit l'air du dojo lourd. « Es-tu absolument sûr de vouloir faire ça? » La question le déstabilisa complètement. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa façon de bouger,
qui était totalement différent de la débutante effrayée qui l'avait torturée pendant des semaines. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous. « Qu'est-ce que tu crois faire? » siffla-t-il. Mais Maya s'était déjà complètement transformée. C'était comme regarder un prédateur retirer son déguisement d'agneau. Le premier assaut de Derek fut un coup de pied haut de karaté traditionnel, technique, puissant, mais totalement prévisible pour quelqu'un formé au combat réel. Maya l'esquiva avec une aisance surnaturelle et contre-attaqua avec une combinaison dévastatrice de Muay Thai qui frappa Derek au plexus solaire avec assez de force pour le plier en deux. Le dojo explosa en exclamations de choc absolu. Derek recula en titubant, les yeux écarquillés par l'incrédulité et la douleur croissante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « C'est impossible! » cria Tyler, se précipitant désespérément pour aider son ami. « C'est une ceinture blanche! Ça ne peut pas arriver! » « Elle l'était! » répondit Zara froidement, prenant sa propre posture de combat alors que Tyler s'approchait en panique. « Maintenant, nous sommes exactement ce que nous avons toujours été. » Tyler tenta une charge désespérée, mais Zara l'intercepta avec une technique de jiu-jitsu brésilien exécutée avec une précision chirurgicale, l'envoyant voler à travers le tapis. Le bruit de l'impact résonna dans le dojo comme un coup de feu, et Tyler atterrit avec un bruit sourd qui fit reculer plusieurs spectateurs. Derek tenta de se relever, essuyant le sang de sa bouche, mais Maya s'était déjà positionnée pour le coup final. Avec une précision témoignant d'années d'entraînement intensif, elle appliqua une clé de bras qui força Derek à s'agenouiller, son visage pressé contre le tapis dans une soumission humiliante et totale. « S'il vous plaît, » haleta Derek, des larmes de douleur et d'humiliation coulant sur son visage. « J'abandonne. J'abandonne complètement. »« Intéressant, » répondit Maya, maintenant la pression exacte nécessaire pour causer une douleur intense sans provoquer de dommages permanents. 3 semaines à parler de discipline, de hiérarchie et de respect, et maintenant tu abandonnes dès que tu fais face à quelqu'un capable de riposter. Le sensei Mitchell se précipita enfin pour intervenir, son visage blême de panique, en voyant son élève vedette totalement dominé. « Arrêtez immédiatement! C'est contre toutes les règles du dojo! »« Quelles règles? » demanda Zara calmement, maintenant Tyler immobilisé avec une aisance professionnelle alors qu'il gémissait contre le tapis. « Les mêmes règles que vous avez ignorées pendant 3 semaines d'abus systématiques? » C'est alors que Maya sortit son smartphone de sa poche, maintenant toujours Derek au sol d'une seule main. « Sensei Mitchell, aimeriez-vous expliquer à cette caméra en direct pourquoi vous avez permis à vos élèves de faire des commentaires sur des singes apprenant des mouvements humains et sur des traditions de combat de rue? » Le visage de Mitchell devint livide. « Vous enregistriez tout. » 3 semaines complètes de preuves, confirma Zara, révélant son propre appareil. Chaque agression, chaque commentaire raciste, chaque moment où vous avez délibérément fait semblant de ne rien voir. Derek se mit à sangloter de manière incontrôlable contre le tapis, la réalité de sa situation se cristallisant enfin. « S'il vous plaît, supprimez ça. Mes parents, l'université, ma bourse complète. » « Maintenant, tu te soucies des conséquences, » siffla Maya, sa voix lourde de mépris. « C'est drôle comme ça fonctionne, n'est-ce pas? 3 semaines d'humiliation et maintenant tu veux de la pitié. » Tyler hyperventilait sous le contrôle de Zara, clairement en panique. « On ne savait pas. Vous sembliez normale, comme de vraies débutantes. » À quoi ressemblions-nous exactement? Demanda Zara, sa voix empreinte d'un mépris mortel. À des victimes faciles, à des filles sans défense qui ne riposteraient pas, à des gens qui accepteraient d'être traités comme des déchets? Le cercle d'élèves était sous le choc,
Certains enregistraient frénétiquement avec leur téléphone, d'autres chuchotaient entre eux, tous assimilant l'inversion totale de pouvoir à laquelle ils venaient d'assister. « Relâchez mes élèves immédiatement », ordonna Mitchell, tentant de reprendre une semblance d'autorité, « ou je serai forcé d'appeler la police. » Maya sourit froidement, en voyant un frisson à travers le dojo. « Faites-le, je vous en prie. J'adorerais expliquer aux officiers pourquoi 2 mineurs ont dû documenter une discrimination systématique parce que les autorités de cet établissement ont totalement échoué à les protéger. »« Vous avez trompé tout le monde », gémit Derek, toujours immobilisé. « Vous avez prétendu être de faibles débutantes. »« Nous sommes légitimement des ceintures blanches dans ce dojo », répondit Maya. « Nous n'avons jamais menti à ce sujet. Vous avez supposé que ceinture blanche signifiait faible et sans défense. C'est votre problème. » Zara relâcha enfin Tyler, qui rampa, visiblement terrifié. « Au fait, Derek, Tyler, Sensei Mitchell, vous devriez savoir que notre père est le colonel Robert Johnson, expert militaire en enquête sur la discrimination institutionnelle. » Le nom frappa Mitchell comme un coup de poing à l'estomac. Robert Johnson avait une réputation légendaire pour démanteler les systèmes d'abus dans les organisations militaires et civiles. « Il attend notre rapport final ce soir », ajouta Maya, relâchant enfin Derek, qui s'effondra au sol en position fœtale, avec toutes les preuves numériques que nous avons collectées et déjà envoyées à des serveurs externes. Alors que les jumelles s'éloignaient calmement, laissant derrière elles 2 brutes complètement brisées et un instructeur en panique totale, le silence dans le dojo était assourdissant. Derek et Tyler, qui avaient passé des semaines à se sentir supérieurs et puissants, faisaient maintenant face à la réalité dévastatrice que leur vie, leur réputation, leur futur, leurs rêves étaient entièrement entre les mains des 2 filles qu'ils avaient catastrophiquement sous-estimées. Mais si vous pensez que l'humiliation publique était la fin de l'histoire, préparez-vous à découvrir comment la véritable justice ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, les sœurs Johnson traversaient les couloirs de l'Université d'État en tant qu'instructrices invitées pour un programme d'arts martiaux contre l'intimidation. Leurs conférences sur la discrimination déguisée en tradition remplissaient des auditoriums, et des écoles à travers l'État demandaient leurs ateliers sur la manière d'identifier et de combattre les abus systématiques. « Vous souvenez-vous du dojo Elite Dragon ?» demanda Maya à un public de 300 étudiants en éducation physique. Il a fermé définitivement en mars. L'enquête menée par le colonel Robert Johnson avait été dévastatrice et minutieuse. Les enregistrements des jumelles servirent de preuve centrale dans un procès qui exposa des années de discrimination systématique non seulement contre les étudiants noirs, mais contre tout étudiant dont les familles ne faisaient pas partie du cercle social blanc. Le sensei Mitchell perdit définitivement sa licence d'instructeur et fit face à des accusations de négligence institutionnelle. Le dojo Elite Dragon fut contraint de payer des millions en dommages et intérêts à 17 familles qui avaient retiré leurs enfants après des incidents similaires. Derek Walsh n'eut plus jamais l'occasion de pratiquer les arts martiaux de manière compétitive. Sa bourse complète pour l'université de Duke fut révoquée lorsque la vidéo de son humiliation au dojo devint virale, accumulant plus de 8 millions de vues. Aujourd'hui, il travaille dans l'entrepôt du magasin d'articles de sport de son père, loin des tapis où il se considérait autrefois supérieur. Tyler Brooks abandonna complètement les arts martiaux après avoir développé une anxiété sévère liée au combat. Il déménagea dans un autre État avec sa famille, qui perdit plusieurs contrats commerciaux lorsque la communauté locale boycotta systématiquement leurs entreprises. L'ironie, expliqua Zara aux étudiants, c'est qu'ils ont passé des mois à essayer de nous apprendre notre place et la hiérarchie. Mais ils n'ont jamais compris que la véritable force ne vient pas des ceintures colorées ou des privilèges financiers. Les jumelles avaient fondé leur propre salle, Dignity Combat Arts, spécialisée dans la formation des jeunes confrontés à la discrimination.
Leur méthode combinait des techniques d'arts martiaux traditionnels avec une éducation aux droits civiques et à la documentation des preuves. Nous n'enseignons pas à nos élèves à chercher le combat, poursuivit Maya. Nous leur apprenons à reconnaître quand un combat a déjà commencé, même s'il est déguisé en tradition ou en discipline. Le public applaudit, mais la véritable validation venait des résultats. Des dizaines de cas de discrimination dans les écoles et les salles de sport furent exposés par des élèves formés par les sœurs Johnson. Le modèle de documentation systématique qu'elles avaient développé devint la norme nationale pour les enquêtes sur l'intimidation institutionnelle. Robert Johnson observait fièrement depuis le fond de l'auditorium. Ces filles avaient transformé une expérience traumatique en un outil de changement social, prouvant que la meilleure revanche était un succès qui bénéficiait à d'autres qu'elles-mêmes. « Voulez-vous connaître le secret? » demanda Zara en approchant de la fin de la présentation. Derek et Tyler n'étaient jamais nos véritables ennemis. Ils n'étaient que des symptômes d'un système malade. Le véritable ennemi était la culture qui permettait à des gens comme eux de prospérer à travers l'humiliation systématique des autres, ajouta Maya. Et les systèmes ne changent que lorsqu'ils sont confrontés de manière intelligente et documentée. Une étudiante leva la main. Comment avez-vous gardé votre calme pendant 3 semaines d'abus? Parce que nous savions que chaque insulte, chaque agression, chaque moment d'humiliation était enregistré, répondit Zara. Ils pensaient nous briser, mais ils construisaient en réalité le dossier qui les détruirait. La revanche n'était pas de battre 2 brutes au combat, expliqua Maya. C'était de transformer notre douleur en un pouvoir suffisant pour protéger des centaines d'autres enfants qui auraient subi les mêmes abus si nous n'avions pas agi. Aujourd'hui, d'anciens élèves du dojo Elite Dragon recherchent les sœurs Johnson pour s'excuser de ne pas être intervenus lorsqu'ils ont été témoins des abus. Beaucoup sont devenus des défenseurs actifs contre la discrimination dans leur propre communauté. Derek et Tyler, en revanche, vivent dans un isolement social, leur réputation irrémédiablement ternie par la vidéo montrant 2 ceintures noires seniors humiliés par 2 filles qu'ils considéraient comme inférieures. La leçon la plus importante, conclut Maya, c'est que la véritable force ne réside pas dans celui qui frappe le plus fort. C'est dans celui qui peut transformer l'injustice en justice, la douleur en but et l'humiliation en éducation pour les générations futures. Les jumelles Johnson ont prouvé que la meilleure revanche n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de construire quelque chose de si puissant et positif qu'il rend tout ce qu'ils représentaient insignifiant. Elles ont transformé 3 semaines d'enfer en des décennies de changement social, montrant que parfois, la justice ne vient pas par la force, mais par l'intelligence, la patience et une détermination inébranlable à créer un monde meilleur. Si cette histoire d'un dépassement intelligent vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la véritable force réside dans la transformation de l'adversité en une opportunité pour un changement positif.